Bonjour les amis, un petit voyage chez les nombres, est-ce que ça vous dit? Vous savez que des nombres, il en existe de toutes sortes. Nous avons des nombres entiers, des nombres à virgule, il y a même des nombres un peu plus étranges avec un i dans leur expression. Face à cette diversité, les mathématiciens les ont classés dans des grandes familles, des grands ensembles de nombres, chacun désigné par une lettre. Dans cette vidéo, je vous propose de partir à la rencontre de ces nombres, et nous ferons tout cela sous la surveillance de notre ami Évariste. C'est parti. Commençons par le commencement, nous allons nous intéresser aux nombres entre guillemets les plus simples, ce sont les entiers naturels. Entier naturel, ça veut tout simplement dire un entier positif. Ce sont les nombres avec lesquels on va compter, on va dénombrer. Typiquement, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ou encore, Christophe Colomb a découvert l'Amérique dans sa 41e année. Donc ces nombres, on est vraiment très à l'aise avec, on a l'habitude de les utiliser. Et donc ces entiers naturels, ces entiers positifs, on va tous les regrouper dans un ensemble qu'on appelle grand N. Donc vous voyez, grand N, c'est un ensemble parce qu'on met des accolades et il va contenir le 0, le 1, le 2, le 3, etc. jusqu'à l'infini. N, il contient une infinité d'entiers positifs. Alors historiquement, le grand N, il était défini sans le 0. Il ne faisait pas partie de cet ensemble. Les nouvelles conventions ont remis le 0 dans grand N, et maintenant, si vous voulez enlever l'élément 0 à grand N, vous mettez une petite étoile à côté de l'ensemble, et en mathématiques, quand on met une petite étoile, ça veut dire qu'on enlève le 0 de l'ensemble d'origine. Alors cet ensemble grand N, il est intéressant parce qu'il est stable par addition. Je prends deux entiers positifs, je les additionne, le résultat me donne encore un entier positif. Un exemple tout simple, 4 et 5 appartiennent bien à n, ce sont des entiers positifs, et leur somme, qui vaut 9, est encore un entier positif. N, il est aussi stable par multiplication, donc c'est la même idée. Si je prends deux éléments de n et que je les multiplie, le résultat me donne un élément de n. On refait la même histoire avec 4 et 5, je les multiplie entre eux, ça me donne 20, pas de souci, c'est un entier positif. Voilà, donc on est assez content avec cet ensemble. Cependant, Évariste vient nous voir et il nous annonce que n n'est pas stable par soustraction. Et il nous donne un exemple tout simple, 1 et 2 sont des entiers positifs, mais 1 moins 2 n'est pas un entier positif. En effet, si je retranche 2 à 1, eh bien je vais descendre en dessous du 0, et par définition ce n'est plus positif, donc le résultat n'appartient plus à n. Par conséquent, il va falloir qu'on agrandisse notre ensemble n. L'idée c'est de garder tout ce qu'on a construit, mais de rajouter des éléments, de telle sorte que notre ensemble devienne stable par soustraction. Pour ce faire, on va maintenant définir un entier relatif. Un entier relatif, c'est un entier naturel auquel on va attribuer le signe plus ou le signe moins. Donc par exemple, je prends l'entier naturel 1, et bien du 1, j'obtiens plus 1, donc ce qui est 1, ou moins 1. Un entier relatif, il peut donc être positif ou négatif. On va alors regrouper tous les entiers relatifs dans un ensemble que l'on appelle Z. Donc vous voyez que Z c'est un ensemble, on a mis des accolades, et il va contenir tous les entiers positifs et négatifs. Pas de discrimination, on va prendre tous les entiers de moins l'infini à plus l'infini. Et nous, vous vous souvenez, on voulait garder tout ce qu'on avait construit avant. Et bien regardez, si Z il contient tous les entiers positifs et négatifs, en particulier il contient tous les entiers positifs. Autrement dit, il contient tous les éléments de n, parce que n c'était les entiers positifs. Et on voit bien dans son expression, en vert, on retrouve ici tous les éléments de grand N. Alors en mathématiques, on va dire que n est inclus dans Z, et on le représente par ce petit symbole que vous voyez en bas. Ça veut dire que tout élément de n appartient aussi à Z. Mais l'inverse n'est pas vrai. Par exemple, moins 3, il appartient à Z, mais il n'appartient pas à n. L'inclusion n'est que dans un sens. Et là, on est content parce qu'on a réglé le problème de la soustraction. Maintenant, quand j'ai 1 moins 2, 1 et 2 sont des entiers, ça appartient à Z. Moins 1 est aussi un entier, certes négatif, mais pas de souci, puisque Z prend en compte les entiers négatifs. Donc maintenant, le problème de la stabilité par soustraction est réglé. Mais visiblement, on est passé à côté de quelque chose, parce qu'Évariste revient nous voir et il nous dit que Z n'est pas stable par division. 4 et 5 sont des entiers, mais 4 sur 5 qui est égal à 0,2 n'est plus un entier. Même chose, 1 et moins 2 sont des entiers, mais moins 1 sur 2, qui est égal à moins 0,5, n'est pas un entier. On ne peut que lui donner raison, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à la stabilité par division. Il va nous falloir donc encore agrandir un peu plus notre ensemble. On va donc regrouper tous les nombres pouvant s'écrire comme la fraction de deux entiers, et on va
les regrouper dans un ensemble que l'on appelle Q. La lettre Q pour quotient. Alors regardez, si on traduit un petit peu cette phrase, Q représente donc tous les nombres égaux à une fraction de 2 éléments de Z. J'ai exactement repris la phrase d'au-dessus, sauf qu'au lieu de dire 2 entiers, je dis 2 éléments de Z, parce qu'on a vu que Z, il regroupe tous les entiers. Alors regardez, Q, ça représente tous les nombres égaux à une fraction de 2 éléments de Z. Donc on ne peut pas écrire comme on l'avait fait pour N et pour Z, vraiment une liste d'éléments, ça va être plus compliqué pour Q. Donc Q, ce sont toutes les fractions A sur B, où A c'est un élément de Z, et B c'est aussi un élément de Z. Mais attention, vous savez que quand on divise, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc là je mets Z étoile. On a vu que Z étoile, ce sont tous les éléments de Z sauf le 0. B ne peut pas être égal à 0. Alors par exemple, est-ce que 2,5 appartient à Q? Eh bien oui, car 2,5 c'est 5 divisé par 2. Donc 2,5 c'est bien la fraction de 2 éléments de Z. C'est bien la fraction de 2 entiers. 10 appartient-il à Q? Alors là c'est une question intéressante parce que vous vous souvenez de notre objectif, on veut toujours garder ce qu'on a construit avant. Donc là on se demande est-ce que les entiers, tous les entiers qu'on avait construits avant, est-ce qu'ils continuent d'appartenir à cet ensemble Q? Eh bien oui, parce que 10 on peut l'écrire tout simplement comme 10 divisé par 1. On pourrait aussi dire que c'est 20 divisé par 2, 30 divisé par 3, etc. Donc 10, ça s'écrit bien comme la fraction de 2 éléments de Z, comme la fraction de 2 entiers. Et en fait, de la même manière, on va montrer que tous les entiers appartiennent bien à Q. Moins 1, c'est moins 1 sur 1. 4, c'est 4 sur 1, etc. Ça marche avec tous les entiers. Par conséquent, on a que tous les entiers appartiennent à Q. Donc, notre ensemble grand Z, il est inclus dans Q. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Q, il contient, premièrement, les nombres entiers. On vient de le voir, il contient tous les nombres entiers positifs et négatifs. Il contient les nombres avec un nombre fini de décimales. Par exemple, 3,2, 7,4 ou 10,22. Et il contient aussi les nombres avec une infinité de décimales, mais à condition que dans les décimales, il y ait un schéma qui se répète. Il y ait une suite logique. Par exemple, 1 divisé par 3. Vous voyez que l'écriture décimale, c'est 0,3333 jusqu'à l'infini. On a un nombre infini de décimales, mais il y a un schéma qui se répète, et ce schéma, il est très simple. Chaque décimale est égale à 3. Vous voyez que vous êtes tout à fait capable de continuer après les 3 petits points en rajoutant des 3 jusqu'à l'infini. Donc ici, on a une suite qui se répète, ou autre exemple, 26 sur 37, c'est égal à 0,702, 702, 702, etc. Encore une fois, vous êtes capable de continuer à écrire ce chiffre en écrivant 702 une infinité de fois. Donc tous les nombres qui sont dans ce cas-là, ils appartiennent à l'ensemble Q. On est plutôt content parce que tous les problèmes de stabilité sont réglés, pourtant Évariste revient nous voir. Il nous dit qu'il est impossible d'écrire racine de 2 comme la fraction de 2 entiers. Même chose pour le nombre pi. Il nous dit qu'il a essayé toutes les fractions d'entiers possibles et aucune ne marche. Donc là c'est embêtant, parce que ça veut dire que si nous restons à l'ensemble Q, on ne peut pas utiliser le nombre pi, parce que pi visiblement n'appartient pas à Q. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas calculer un périmètre, on ne peut pas calculer une aire, ce qui est assez gênant. Donc on entreprend encore un agrandissement. Vous vous souvenez, on a dit que Q il contient 3 choses, les nombres entiers, les nombres avec un nombre fini de décimales, et les nombres avec une infinité de décimales, à condition qu'un schéma se répète, qu'il y ait une suite logique. Alors qu'est-ce qui nous manque? On est passé à côté de quel type de nombre? Eh bien on le voit assez facilement, on est passé à côté des nombres qui ont une infinité de décimales, mais qui n'ont aucune suite logique dans leurs décimales. Et ces nombres, on les appelle des nombres irrationnels. Le plus connu d'entre eux, c'est pi. Donc vous voyez que pi, il a non seulement une infinité de décimales, mais il n'y a aucune suite logique dans ces décimales. C'est-à-dire que si je vous demandais de continuer à écrire pi après les 3 petits points, vous seriez incapable de dire quelle décimale vient après le 9, à moins de faire les calculs. Mais et des nombres irrationnels, il y en a une infinité. Vous pouvez vous-même en inventer, par exemple 456,12, 93, 64, 90, 01, 4, et voilà, il n'y a aucune suite logique dans ce nombre. Alors maintenant, on reprend notre ensemble Q, et on va lui ajouter tous les nombres irrationnels. Et donc cette union des deux ensembles, ça nous donne l'ensemble des nombres réels, qu'on appelle R. Donc pour faire simple, R, ce sont les rationnels plus les irrationnels. Tout nombre réel est soit rationnel, soit irrationnel.
il ne peut pas être dans les deux. Alors faisons peut-être un petit résumé à ce niveau-là. Je prends ma droite qui va de moins l'infini à plus l'infini. Le premier ensemble, on l'a vu, ce sont les entiers positifs. Donc on part de 0 et on va de 1 en 1 jusqu'à l'infini. Ensuite, on reprend nos entiers positifs et on va aussi prendre tous les entiers négatifs. Donc cette fois-ci, on fait un peu le chemin inverse. Au lieu d'aller vers la droite, on va vers la gauche, ce qui nous permet de balayer tous les entiers de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, on ajoute toutes les fractions de deux entiers. Donc j'ai représenté seulement quelques éléments, moins un tiers et un demi, mais il y en a énormément plus. Donc voilà, donc là, on a réuni tous les rationnels, et maintenant, pour obtenir R, on va ajouter tous les irrationnels. Donc on a par exemple racine de 2, entre 1 et 2, et puis on a un nombre complètement inconnu, qui est moins 1,69, 71, 73, etc. entre le moins 2 et le moins 1. Et vous voyez que tout nombre que vous mettrez sur cette droite appartient à R. À ce niveau-là, R c'est entre guillemets l'ensemble le plus grand qu'on ait pu construire. Donc Évariste réapparaît, mais on se demande bien ce qui nous manque, parce qu'on a vu que R il contient toute la droite. Alors qu'est-ce qu'on peut bien ajouter? Il nous dit que R ne contient pas la solution à l'équation x au carré plus 1 égale 0. Pourtant, un résultat mathématique nous dit qu'il doit exister des solutions à cette équation. Alors Évariste a raison, un résultat mathématique nous dit même qu'il doit en exister deux. On devra avoir deux solutions, et pourquoi elles ne peuvent pas être dans R? Regardez, si mon x est solution de x au carré plus 1 égale 0, ça veut dire que x au carré c'est égal à moins 1. X au carré ça veut tout simplement dire x fois x. Et on a toujours appris qu'un nombre au carré, il est forcément positif. Il est forcément supérieur ou égal à 0. Donc pour que x soit solution de cette équation, il faudrait que le carré de x soit négatif. Ce qui n'est pas possible si x appartient à R. Mais puisque le résultat mathématique qu'il doit exister des solutions à cette équation, ça veut dire qu'il y a un ensemble, ça veut dire qu'il doit exister un ensemble plus grand que R, où on trouve justement les solutions de cette équation. Alors on va complexifier un petit peu les choses. Les mathématiciens, face à ce problème, ils ont imaginé, alors c'est un vilain mot, mais c'est comme ça que les choses se sont faites, les mathématiciens ont imaginé un nombre que l'on appelle i. I, il a cette très intéressante propriété que son carré est égal à moins 1. Donc vous voyez qu'en fait là, eh bien notre solution à l'équation de tout à l'heure, c'est i. I est moins i. Et par conséquent, puisque son carré est égal à moins 1, son carré est négatif, i ce n'est pas un nombre réel. Et à partir de i, on va pouvoir définir ce que c'est un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit a plus b fois i. Alors i c'est le nombre qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre dont le carré fait moins 1, et a et b ce sont deux réels, donc les réels on a vu ce que c'était tout à l'heure. Donc un nombre complexe, c'est la somme entre une quantité réelle, a, et une quantité imaginaire, b fois i. Et l'ensemble des nombres complexes, on le note c. Donc on regarde un petit peu des exemples d'éléments de c. Donc on a 1 plus 2i, 2,5 plus racine de 2i, etc., etc. Vous voyez que tant que notre a et notre b sont des nombres réels, eh bien l'expression a plus b fois i, c'est un nombre complexe. Et vous vous souvenez toujours de notre objectif, on veut retrouver ce qu'on avait construit dans notre nouvel ensemble. Donc la question que l'on se pose, c'est comment retrouver tous les réels dans l'ensemble C. Alors on reprend la définition d'un nombre complexe, c'est un nombre qui s'écrit A plus BI, où A et B appartiennent à R. Je peux leur donner la valeur que je veux du moment qu'elles soient réelles. En particulier, je peux décider que B soit égal à 0. 0 c'est un nombre réel. Et à ce moment-là, 0 fois I, ça nous donne 0. Et je me retrouve avec A, où A c'est un réel. Donc vous voyez que je passe d'un nombre complexe à un nombre réel en mettant B égale 0. C'est important à retenir, un nombre réel, c'est un nombre complexe avec B égale 0. Ce qui nous montre bien que R est inclus dans C. Tout nombre réel est un nombre complexe un petit peu particulier, mais c'est un nombre complexe. Donc pour conclure, on rappelle toutes les inclusions qu'on a prouvées de n jusqu'à grand C. On recommence, vous vous souvenez que n ce sont les entiers positifs, qui sont inclus dans un ensemble plus grand, les entiers relatifs, qui contiennent à la fois les positifs et les négatifs. Cet ensemble grand Z, il est lui-même contenu dans l'ensemble Q, ce sont les rationnels, tout ce qui peut s'écrire comme une fraction de deux entiers. Q est à son tour inclus dans les réels ce sont et les rationnels, donc Q, et les irrationnels, dont les membres les plus connus sont racine de 2 ou puis après de R, on passe à un ensemble encore plus grand qui est C,
Ce sont les nombres qui ont une partie réelle et une partie imaginaire. Alors avant de finir, une petite précision. Vous avez vu que nous sommes passés de Z à l'ensemble Q. Z ce sont les entiers et Q ce sont toutes les fractions de 2 entiers. Donc ça concerne les nombres qui ont un nombre de décimales fini et un nombre de décimales infini mais avec un schéma logique. Vous vous souvenez, un schéma qui se répète. Alors vous pouvez trouver dans certains manuels, dans certains cours, un ensemble intermédiaire que l'on appelle grand D. D pour décimale. D, il va contenir tous les nombres avec un nombre de décimales fini. Et c'est tout. Vous voyez qu'il est plus grand que Z, puisqu'il contient des nombres à virgule, mais il est plus petit que Q, parce qu'il contient juste les nombres avec un nombre de décimales fini, mais pas les nombres avec un nombre infini de décimales. Par exemple, 2,5 appartient à un D, moins 1,457 appartient aussi à un D. En revanche, 1 divisé par 3 n'appartient pas à D, parce qu'il a un nombre infini de décimales et ne respecte donc pas la règle d'un nombre de décimales fini. Donc c'est un ensemble qui, je crois, est de moins en moins utilisé, je le vois très rarement, mais si jamais vous êtes amené à le rencontrer, au moins vous saurez de quoi il s'agit. Eh bien les amis, notre voyage s'arrête ici, j'espère qu'il vous a plu. Le travail que l'on a fait ici est essentiel en mathématiques. Pourquoi ? Parce que certains théorèmes, certains résultats sont vrais pour des ensembles de nombres, mais ne sont plus vrais pour d'autres. Par exemple, c'est-à-dire que des théorèmes vont être vrais si l'on est dans grand N, mais vont devenir faux si l'on est dans grand R. Et vous voyez bien qu'il est essentiel de bien savoir dans quel ensemble on travaille, sinon tout notre travail peut devenir faux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt.